Merci Frédéric. Merci à tous. Merci pour l'introduction, même si elle n'est pas enregistrée. Ça me fait très plaisir de donner un exposé au Collège de France dans le cadre du cours de Frédéric. Pour ceux qui regardent l'enregistrement, je m'excuse à l'avance. De toute évidence, je parle français, mais je n'ai pas l'habitude de donner les exposés en français. Donc, si j'hésite un petit peu à trouver mes mots ou s'il y a des coquilles qui restent sur les transparents, je m'en excuse. Donc, je vais vous parler d'un sujet qui me tient fort à cœur, c'est le sujet de la question de certifier la génération de nombres aléatoires avec le quantique. Donc, il est bien connu et on l'a déjà vu dans le cours qu'en utilisant la mécanique quantique, on peut créer des processus qui a priori sont déterministes, mais dont le résultat qui est obtenu à la suite d'une mesure est probabiliste. Et la question, c'est quelle sorte de garantie est-ce qu'on peut avoir que le résultat de cette mesure est effectivement probabiliste. Donc je vais m'expliquer, je vais commencer par présenter la question particulière sur laquelle je vais concentrer l'exposé, la question de certifier les nombres aléatoires quantiques. Après, je vais vous montrer comment cette question particulière est un cas particulier d'une question beaucoup plus générale, qui est d'actualité. Et puis après, je vous présenterai deux solutions possibles qui ont été explorées ces 5 ou 10 dernières années à la question que je vais présenter. Donc la seconde partie sera un tout petit peu plus technique, la première partie va être très générale. Je peux avancer mes transparents? Oui. Ok, donc pourquoi parler de nombres aléatoires? D'un point de vue informatique, on pense à ces nombres aléatoires comme une ressource importante. C'est une ressource pour la cryptographie. Dans cryptographie, on pense à l'aléatoire, c'est en quelque sorte l'incertitude. S'il n'y avait pas d'incertitude, il n'y aurait pas de cryptographie. Et donc l'aléatoire est une ressource cruciale pour toute la cryptographie moderne. Aussi, évidemment, dans le cadre de ce cours, on peut penser au nombre aléatoire comme une ressource pour les algorithmes. Donc, il y a toute une théorie des algorithmes probabilistes qui souvent sont plus efficaces, ou si pas plus efficaces, au moins plus simples que les algorithmes déterministes. Bien sûr, on peut aussi penser aux salles de jeu qui font une utilisation importante de ces nombres aléatoires. Et ça peut faire sourire les salles de jeu, mais c'est vraiment un marché très important sur Internet en particulier. Et puis de manière plus terre à terre, évidemment, sans nombre aléatoire, comment est-ce qu'on ferait pour décider à qui le tour de faire la vaisselle ou à qui de changer les couches? On a besoin de pile ou face pour ça. Malheureusement, les ordinateurs classiques sont déterministes et donc n'ont pas de capacité intrinsèque pour générer des nombres aléatoires. Alors, comment est-ce qu'on fait? Il y a deux méthodes en général. Une méthode, c'est une méthode peut-être plus physique, qui correspond à faire une mesure, par exemple mesurer la température ou essayer de mesurer l'heure ou un certain processus avec une très très grande précision, bien plus élevée que la précision, par exemple mesurer la température au millionième de degré près. Ça va donner quelque chose qui a priori ressemble à un nombre aléatoire. Donc là, je vous ai mis un exemple. Ça, c'est la première méthode physique. Et la deuxième méthode, c'est une méthode logicielle. Donc, c'est les générateurs de nombres pseudo-aléatoires. Et ce qui est important de se rendre compte, c'est que ces générateurs de nombres pseudo-aléatoires sont absolument pseudo-aléatoires, dans le sens où, en fait, ce sont des processus complètement déterministes qui prennent en entrée une source, petite source aléatoire et l'étendent en un plus grand nombre. Une plus grande séquence de nombres pseudo-aléatoires, mais qui en fait n'est pas plus aléatoire que la source. Et donc, ces deux méthodes sont utilisées en pratique, mais aucune n'est parfaite, loin de là, et aucune n'est sûre. Pour la génération pseudo-aléatoire à droite, c'est quelque chose qu'il ne faut surtout pas utiliser quand on fait de la cryptographie, parce que c'est très, très, très facile à casser, puisque la méthode est en fait déterministe. Les méthodes physiques à gauche sont un petit peu plus sûres, parce que c'est plus difficile de contrôler la température au millionième de degré ou d'influencer le résultat. Mais il n'y a pas de garantie a priori qui dit que le résultat qu'on obtient soit aléatoire. C'est juste quelque chose qui a l'air aléatoire, et donc on peut s'en servir, et tant que ça marche, mais il n'y a aucune garantie. Pardon, j'ai du mal. A contrario, si on utilisait un ordinateur quantique, alors on sait qu'on pourrait en principe implémenter des circuits qui génèrent des nombres qui sont intrinsèquement aléatoires. Et c'est une des premières applications commerciales qui existent déjà pour les ordinateurs quantiques, puisque pour ça on a besoin d'un seul qubit, c'est la génération de nombres aléatoires quantiques. Et donc là, j'ai mis quelques images. IDQ, c'est une start-up ou même une compagnie suisse qui vend ces générateurs de nombres aléatoires, quantiques. Et vous pouvez acheter ça sur
sur Internet. Voilà, la question, c'est est-ce que vous allez l'acheter? Quel genre de garantie est-ce qu'on peut obtenir sur la génération de nombres aléatoires? Et le problème, il est bien posé par ce cartoon, et je m'excuse, c'est en anglais, mais bon, je pense que tout le monde peut comprendre ce qui est écrit, donc je vous laisse le lire. Et si c'est pas clair, j'ai une citation de John Von Neumann, celle-là je l'ai traduite, qui met le doigt sur le problème. Le problème, c'est que je parle depuis le début de l'exposé de nombres aléatoires, j'ai pas vraiment défini ce dont je parlais. Et si je le faisais, j'aurais besoin de parler du processus qui génère les nombres, soit dit aléatoires, puisque la propriété d'être un nombre aléatoire, c'est une propriété de la distribution sous-jacente. On parle de l'entropie de cette distribution. Et donc, on a besoin de parler du processus qui génère les nombres, puisqu'on parle de la distribution d'ensemble des nombres qui sont générés. Quand si j'obtiens un nombre qui est la sortie de mon ordinateur, est-ce que ce nombre est aléatoire ou pas? La question n'a pas de sens. N'importe quel nombre pourrait être produit par un processus aléatoire. Et donc, c'est ça qui fait la difficulté et aussi l'intérêt de cette question, c'est que lorsqu'on parle de certifier les nombres aléatoires, on a besoin de parler de certification du processus qui génère ces nombres aléatoires. Et donc, on doit trouver les moyens de mettre les mains sur ce processus, de le contrôler. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et avant de retourner à cette question, je veux maintenant élargir un petit peu mon horizon et vous expliquer pourquoi je pense que cette question est particulièrement intéressante dans le cadre du développement des ordinateurs quantiques. Donc, j'ai parlé un petit peu de manière générale du problème de vérification. Donc maintenant, je reviens un petit peu sur le contexte qui a déjà été exposé par Frédéric dans son premier cours. D'une certaine manière, on peut dire qu'il y a une transition de phase qui s'est produite ces dernières années en calcul quantique. Depuis la fondation du domaine, il y a 20 ou 30 ans, on sait que, en principe, on peut réaliser des ordinateurs quantiques, que ces ordinateurs quantiques, en principe, peuvent être construits de manière résistante aux erreurs, et que ces ordinateurs quantiques, en principe, peuvent accomplir des tâches algorithmiques que les ordinateurs classiques ne peuvent pas accomplir. L'exemple le plus célèbre, bien sûr, c'est la factorisation temps polynomiale. Mais il y a 20 ou 30 ans, en gros, l'ordinateur quantique, c'était ça, c'est-à-dire qu'on avait des idées de prototypes, mais absolument rien qui s'approche de la pratique. Maintenant, les choses ont changé. Maintenant, on est dans l'ère 2.0 du calcul quantique. C'est l'ère que mon collègue John Fresky, la Caltech, appelle l'ère NISQ. C'est un acronyme anglais. NISQ, c'est Noisy Intermediate Scale Quantum Devices. Donc, c'est les processus ou les ordinateurs quantiques de taille intermédiaire qui sont soumis au bruit, donc il n'y a pas de tolérance d'erreur, mais qui tout de même ont une taille de, par exemple, 50 qubits, comme le chip que vous avez mis à droite. Ça, c'est une photo je crois que Frédéric en a déjà parlé, du chip de Google qui a été utilisé pour leur démonstration de soi-disant suprématie quantique. Donc ça fait 50 qubits. 50 qubits, on ne peut pas faire grand-chose d'un point de vue algorithmique, surtout s'il y a un taux d'erreur de peut-être 1% par qubit, quelque chose comme ça ne permet pas de faire des circuits très profonds. D'une part, mais d'autre part, c'est aussi pas quelque chose qu'on sait simuler parfaitement de manière classique, et donc on est dans cette zone intermédiaire où on n'a pas d'implémentation de circuit, vraiment d'algorithme comme on le voudrait, mais tout de même on a des choses qui ne peuvent pas être simulées classiquement. Et donc c'est une zone très intéressante où on essaye de déterminer quand exactement est-ce qu'on a implémenté quelque chose qui ne peut pas être simulé classiquement, et aussi quand est-ce qu'on aura implémenté quelque chose qui peut être utile. Donc, la question, c'est dans cette zone où on a certains processus qui ne sont pas très clairs, qui sont quantiques, qui ont l'air d'effectuer des tâches qu'on ne sait pas effectuer classiquement, et comment est-ce qu'on peut être sûr? Comment est-ce qu'on peut caractériser ces processus? Comment les tester? Et donc, il y a deux barrières principales dans cette investigation. Je vais parler de ces barrières. La deuxième va nous concerner plus aujourd'hui, mais la première est importante pour le cours. La première barrière, c'est la barrière la plus évidente, c'est le problème de la complexité exponentielle des processus quantiques ou des ordinateurs quantiques, qui rend difficile leur simulation. Alors, je vais prendre un exemple qui sera couvert dans le cours plus tard, mais c'est juste pour que je reviendrai aussi sur cet exemple à la fin de l'exposé. C'est pour vous aider à mettre le doigt sur cette complexité exponentielle. Donc, c'est un exemple
de comment marche un algorithme quantique pour un problème classique. Donc, quel est le problème? Le problème, c'est qu'on a donné une fonction qui envoie des chaînes de n bits sur des chaînes de n bits. Et il y a une promesse. La promesse, c'est que cette fonction a une forme de périodicité. Il y a une certaine chaîne secrète S, telle que pour tout x, f de x égale f de x plus s, où le plus, là, c'est la parité modulo 2. D'accord? Donc, la fonction f est ce qu'on appelle 2 à 1. Il y a 2 préimages pour chaque image. Et en plus, ces 2 préimages sont toujours reliées l'une à l'autre par la même parité S. Et la question, c'est, étant donné cette fonction f, comment trouver la parité S? Et le modèle, c'est un modèle qui aussi sera couvert plus tard, qui s'appelle le modèle de requête, où le seul accès qu'on a à cette fonction f, c'est qu'on peut l'évaluer à des points de notre choix. Et donc, il n'est pas très difficile de voir que pour un algorithme classique, on ne peut pas résoudre ce problème en moins de racines de 2 puissance n requêtes, parce qu'en gros, on peut juste demander des entrées au hasard jusqu'à ce que par chance, on trouve une collision. Et par le paradoxe des anniversaires, il va falloir environ racine de 2 puissance n requêtes avant qu'on observe une collision. Mais un algorithme quantique peut résoudre ce problème en utilisant seulement n requêtes. Et donc, je ne vais pas vous expliquer l'algorithme parce que je ne veux pas voler le contenu du cours. Mais juste pour vous donner une idée, il y a 2 étapes dans cet algorithme. La première étape consiste en créer une superposition sur toutes les entrées possibles à la fonction f, x, et on évalue cette fonction en superposition et on mesure une image. Lorsqu'on mesure une image, le registre qui contient la superposition sur tous les x collapse, il y a une réduction du paquet d'ondes, et on obtient juste une superposition sur les 2 préimages de l'image qu'on a obtenue. Et ces 2 préimages, vu la promesse, auront la forme x0 et x0 plus s. Donc là, on pourrait croire qu'on a fait quelque chose d'intéressant parce qu'on a en quelque sorte évalué cette fonction f en superposition sur toutes les branches. Et souvent, on pense que c'est de là que vient la puissance du quantique, mais ce n'est pas le cas. Parce que si je m'arrêtais maintenant, bien que le secret S soit écrit d'une certaine manière dans cette superposition, je n'ai pas directement accès. Si je mesure cet état quantique, je vais obtenir soit x0, soit x0 plus S, et aucun des deux ne me révèle S. Donc si on s'arrêtait là, ce ne serait pas intéressant. La partie intéressante, c'est la deuxième partie, où on fait une mesure non pas dans la base standard, mais dans la base de Hadamard ou la base de Fourier. Donc on applique une transformation de Fourier. Cette transformation Fourier va faire intervenir une interférence entre la transformée de Fourier des 2 éléments de la superposition. Et si vous faites le calcul que je saute, après la transformée de Fourier, lorsqu'on fait une mesure, on obtient d'une certaine manière un coefficient de Fourier non trivial. Et là, comme mon état est périodique, le coefficient que j'obtiens, ça va être une chaîne D dont le produit scalaire avec le secret S est 0. Donc j'obtiens un élément qui est orthogonal à mon secret. Donc, si je répète cette procédure un nombre linéaire de fois, je vais obtenir un nombre linéaire d'équations en le secret. Et ça va je vais pouvoir résoudre et récupérer le secret. D'accord? Donc, c'est un peu beaucoup pour le début de l'exposé, mais vous n'avez pas besoin de comprendre les détails. Ce que je veux juste mettre en avant, c'est donner les éléments de cette puissance exponentielle. Donc, il y a vraiment 2 choses. Une chose, c'est la capacité de faire des calcul en superposition, mais la deuxième chose plus importante, c'est la capacité de faire intervenir des phénomènes d'interférence entre ce nombre exponentiel de branches pour au final obtenir une information qui nous est utile. Et c'est vraiment cette interférence qui rend la simulation difficile. C'est pour ça qu'on ne peut pas utiliser des processus tels que la simulation probabiliste, Monte Carlo ou des choses comme ça. C'est parce qu'il y a des signes négatifs. OK, donc c'est ça la première difficulté qu'on a dans ce problème de vérification des processus quantiques, c'est que si le processus fait intervenir 50, 60 qubits, on ne peut pas le simuler. Les premiers ordinateurs, 5 qubits, on peut faire ça, simuler ça à la main. 16 qubits, on peut le faire avec une calculette. Bon, ça, c'est 49 qubits, c'est un prototype qui a été annoncé par Intel il y a 2 ans, mais je crois que ça n'a jamais été réalisé. Bon, s'il avait été réalisé, on aurait quand même pu le simuler, mais il aurait fallu un supercalculateur parmi les plus puissants. Et si maintenant on va au prototype actuel, donc ici c'est un prototype d'IBM 65 qubits, si vous faites le calcul, l'espace mémoire qui est nécessaire pour représenter de manière naïve l'état quantique d'un ordinateur de 65 qubits, c'est pas tout à fait la taille de l'univers, mais c'est à peu près la taille des mémoires des centres
de calcul Google pour le monde entier. Donc Google pourrait tout juste, en principe, simuler cet ordinateur de 65 qubits, et puis si vous ajoutez 5 ou 10 qubits, c'est terminé. On peut plus simuler de manière directe. Ça, c'était une première difficulté. Mais il y a une deuxième difficulté qui s'applique aussi aujourd'hui, qui est d'une certaine manière plus fondamentale, ou du moins différente. C'est ce que j'ai appelé ici mesure perturbation. En anglais, ce serait measurement disturbance. Et donc, c'est l'idée que lorsque l'on essaye de faire une observation sur un état quantique, en général, lorsqu'on ne connaît pas a priori l'état quantique, il y a un risque que l'état quantique soit perturbé comme résultat de la mesure, et ça rend la caractérisation difficile. Cette idée, ce principe d'incertitude, c'est une idée qui est à la source des applications du quantique en cryptographie. C'est une idée qui apparaît dans le premier papier en théorie de l'information quantique ou en cryptographie quantique, qui est un papier de Wissner dans les années 60 ou 70. Et Wissner avait très bien vu cette capacité comment l'incertitude du quantique pouvait être utilisée à des fins de théorie de l'information ou de cryptographie. Donc, juste pour vous rappeler l'idée de ce principe d'incertitude. Donc ici, on a un photon. Bon, maintenant, vous avez suivi le cours, c'est un qubit. Donc je réfléchis à ce qubit de manière abstraite, et vous savez qu'on peut faire différentes mesures sur le qubit. Donc par exemple, je peux le mesurer dans la base standard, ou je peux mesurer dans la base de Hadamard, qui est la transformée de Fourier de la base standard, et je vais obtenir un résultat. Ce que le principe d'incertitude de Heisenberg appliqué au qubit nous dit, c'est qu'il n'y a pas d'état quantique qui soit tel que les résultats de ces deux mesures, qu'on ne peut pas faire simultanément, mais qu'on peut faire en principe, soient tous les deux déterminés. Au mieux, je peux créer un état quantique qui donne un résultat déterminé dans une des deux bases, mais dans ce cas-là, le résultat sera complètement indéterminé dans l'autre base. Ce qui veut dire que si vous ne savez pas quel est l'état qui est dans la boîte et que vous faites une mesure pour essayer de déterminer cet état, alors il y a un grand risque que l'état soit perturbé. Et évidemment, ce phénomène, c'est aussi ce phénomène qui est à la source du principe de non-clonage, et c'est quelque chose qui est très utile en cryptographie quantique. Là, je vous donne juste quelques images d'une autre application actuelle implémentée du quantique, qui est la distribution de clés dont Eleni a parlé la semaine dernière. Ça, c'est une photo d'un distribution de clés qui a été implémentée par un satellite entre deux villes chinoises. Donc, c'est des choses qui sont très actuelles, qui existent, qu'on utilise pour faire de la cryptographie, mais qui, pour nous posent un problème. Parce que ça veut dire que si jamais on a un certain processus quantique inconnu et qu'on essaye de le caractériser, on essaye de faire une forme de tomographie, on va nécessairement faire face à ce problème d'incertitude qui dit que au fur et à mesure que l'on fait des mesures sur ce processus, qu'on interagit avec lui, cette interaction ou ces mesures risquent d'avoir une influence sur le processus et de le modifier. Et donc, on ne se retrouve pas à caractériser le processus d'origine, mais à caractériser une sorte de processus modifié. Et il faut prendre ça en compte dans notre procédé. D'accord. Donc maintenant, je vais être un petit peu plus précis sur la modélisation de la tâche, et puis après, je vais revenir à ce problème de certification de nombres aléatoires que j'ai introduit tout à l'heure. Donc, la formalisation de cette tâche, je prends une formalisation qui est inspirée de la théorie des preuves interactives en informatique. Donc, on réfléchit au problème de la manière suivante. Il y a deux entités qui interagissent. Une des entités, je l'appelle le vérifieur. Donc, ça, c'est moi, en quelque sorte, avec mon ordinateur classique, mon corps classique, ma manière d'interagir classique. Et moi, j'ai en tête un certain processus quantique que j'aimerais voir implémenté. Donc, pour être concret, on peut dire que j'ai en tête un certain circuit. Donc, ça, c'est un exemple d'un circuit. Et j'ai la possibilité d'interagir avec un processus quantique. Donc, par exemple, un ordinateur quantique IBM ou d'une autre compagnie. Et de leur demander d'implémenter mon circuit. Donc, je peux leur dire, s'il vous plaît, implémentez mon circuit et dites-moi quel est le résultat. Et à la fin de l'interaction, je retourne deux choses. La première chose, c'est, je l'ai appelé flag, un drapeau qui dit si j'accepte l'interaction ou pas. Donc, j'ai la possibilité de dire, bon, je suspecte qu'il se passe quelque chose d'étrange, donc on arrête. Et si j'accepte, je retourne aussi un résultat qui devrait être le résultat de mon circuit quantique qui m'a été retourné
par ce que j'appelle la boîte quantique, parce qu'a priori, ça devrait être un ordinateur quantique, mais dans mon contexte, on ne sait pas exactement avec quoi on interagit. Et donc, le problème, c'est de vérifier, d'obtenir la garantie que, quelle que soit cette boîte, le résultat que je retourne, si j'accepte le résultat, est bien correct. Donc je vais vous présenter ça de manière très concrète. Concrètement, voilà, revenons à notre problème de motivation. Donc le circuit quantique le plus simple et qui est déjà intéressant, c'est le circuit qui génère un nombre aléatoire. Donc c'est un circuit qui a une seule porte. On commence avec un qubit initialisé à l'état 0, on applique une transformée de Hadamard, donc on se retrouve avec un plus ici. Et lorsqu'on le mesure, la théorie dit qu'on obtiendra le résultat 0 avec probabilité 50% et le résultat 1 avec probabilité 50%. Donc on a déjà vu ça la semaine dernière. Et ce qui est fascinant quand même, je pense que ça vaut la peine de s'arrêter juste une seconde, c'est que ce circuit n'est pas un circuit probabiliste, c'est un circuit déterministe. On fait toujours exactement la même chose. Je prépare un qubit dans l'état 0, je fais une transformée de Fourier, je mesure toujours exactement. Mais le résultat est censé être probabiliste. Donc comment vérifier que c'est bien ça qui se passe? Et dans ma manière de formaliser le problème. Donc, je vous montre un peu, c'est quelque chose qu'on peut faire. Si vous suivez ce cours, vous êtes sur un ordinateur, vous pouvez ouvrir un autre onglet et vous connecter sur le site. Il y a 2 sites, mais juste pour prendre un exemple de IBM qui s'appelle Quantum Experience. Et là, vous pouvez créer un compte, c'est gratuit, et implémenter des petits circuits sur les ordinateurs IBM. Donc, je l'ai fait pour vous. Ça, c'est un ordinateur à 5 qubits. Il y a une image ici et on peut vérifier quelle est la qualité de chacun des qubits que nous prédit IBM. Donc, moi j'ai choisi le meilleur qubit, c'est le qubit du milieu. Et donc, j'ai créé mon circuit ici sur le qubit du milieu, puis je leur ai demandé à exécuter le circuit. Et après, très rapide, je crois que c'est juste quelques millisecondes, on obtient un résultat. Et donc, ils me disent qu'ils ont exécuté mon circuit plusieurs fois. Je ne sais pas exactement combien de fois, mais au moins 1000 fois, on dirait, vu la précision qu'ils donnent. Et ils ont obtenu 0 avec probabilité 50,2% et 1 avec probabilité 40%. Donc ça marche. Ils m'ont donné un résultat qui est correct. Ou pas, parce que comment savoir? Peut-être que, comme c'est un circuit d'un seul qubit, ils ont derrière, en back-end, une simulation de ce circuit. Ils ont fait la simulation. Ils ont calculé que le résultat que je voulais, c'était 0 avec probabilité 50%, 1 avec probabilité 50%. Ils se sont dit que s'ils me disaient exactement ça, ce ne serait pas crédible. Donc, ils ont ajouté un tout petit peu de bruit et ils m'ont rendu le résultat. Donc, comment savoir que ce que j'obtiens est non pas seulement le bon résultat, parce que ça, dans ce cas-là, c'est quelque chose que je peux vérifier moi-même. Donc, dans ce cas particulier, on n'a pas de problème de simulation exponentielle, mais on a le problème plus fondamental qui est de dire, OK, d'accord, les résultats en moyenne peut-être ont l'air corrects, mais moi, ce qui est important pour moi, c'est que vraiment le nombre que l'ordinateur me retourne ait été généré de manière aléatoire. Je ne veux pas que ce nombre ait été planté à l'avance par IBM, parce que si c'est le cas, ils vont pouvoir décider qui fait le ménage, qui change les couches, ou me faire perdre à la table de jeu. OK? Donc j'espère que le problème est clair. Et maintenant, je veux présenter, si j'ai le temps, je pense que j'ai le temps, 2 approches différentes à ce problème. Une approche qui se connecte au cours d'aujourd'hui et une approche qui se connecte à la théorie des algorithmes. Donc la première approche, c'est la certification de nombres aléatoires sous ce que j'ai appelé en français hypothèse d'isolation spatiale. Donc c'est en utilisant le phénomène de corrélation non locale du quantique. Donc je pense que ceci a déjà été couvert tout à l'heure. Donc je vais passer vite sur les considérations historiques. Mais cette idée que la mécanique quantique autorise la génération de corrélations locales, c'est une idée ancienne. Dans les années 30, on a le fameux papier de Einstein, Podolsky et Rosen qui met pas de manière le doigt de manière très précise sur le problème, mais de leur point de vue, de quelque sorte en allant un peu très vite, on peut dire que ils n'acceptaient pas tout à fait qu'il y ait cette sorte d'incertitude ou d'indéterminisme dans le quantique et pensaient que cela devait montrer que la théorie n'est pas complète. Il y avait quelque chose qui nous manquait dans la description des états et si on trouvait cette meilleure description plus complète de la mécanique quantique, alors on n'aurait pas ce phénomène de non-localité. Bon, il y a beaucoup de discussions sur ce problème et le premier à avoir vraiment précisé de manière claire
quelle était l'étendue de cette non-localité du quantique et de quelle manière est-ce qu'elle était surprenante et de quelle manière est-ce qu'elle ne devait pas nécessairement violer nos intuitions profondes, qui sont que, par exemple, il ne devrait pas y avoir de communication plus rapide que la vitesse de la lumière, et la mécanique quantique ne viole pas ça du tout. C'est John Bell qui a introduit ce formalisme d'inégalité de Bell, dont je vais parler un petit peu en le reformulant de manière plus moderne dans le contexte en utilisant le langage de jeux non locaux qui vient de l'informatique. Et c'est aussi quelque chose, juste pour dire, qui a donné lieu, parce qu'on est en France, à de multiples expériences, et une des premières expériences démontrant la non-localité du quantique sont bien sûr les expériences d'Alain Aspect dans son laboratoire, je crois, à l'école normale supérieure dans les années 80. Et depuis, il y a eu de nombreuses expériences. Ici, c'est une image d'une expérience plus récente qui a été réalisée à Delft, aux Pays-Bas. Donc, ce phénomène de non-localité est réel et voyons comment l'utiliser pour certifier la génération de nombres aléatoires quantiques. Donc, je vais faire un petit interlude en vous présentant un jeu qui met en évidence cette non-localité. C'est un jeu qui est comparable à l'inégalité de CHSH ou au jeu de CHSH, mais je le trouve plus concret à décrire. Donc, je vous explique le jeu. En fond, la base du jeu, c'est un carré. Et dans le jeu, il y a deux joueurs, Alice et Bob, et Alice et Bob vont coopérer pour essayer de gagner au jeu. La seule restriction, c'est qu'ils n'ont pas le droit de communiquer, donc ils connaissent les règles du jeu, ils savent ce que je m'apprête à vous expliquer. Mais lorsque le jeu commence, ils vont chacun recevoir une question et ils n'ont pas la possibilité de voir quelle est la question que l'autre joueur a reçue avant de donner leur réponse. Donc, quelles sont les questions? Il y a 3 questions possibles pour Alice. Je vais lui envoyer le numéro d'une colonne, donc soit la première, soit la deuxième, comme sur mon transparent, soit la troisième colonne, et je vais lui demander de remplir les entrées de cette colonne avec des nombres pris entre 0 et 1. Donc, par exemple, elle pourrait me retourner ceci. Il y a une seule contrainte, qui est que la parité des nombres qu'elle me rend soit impaire. Donc là, par exemple, c'est une réponse valide d'Alice à la question deuxième colonne. À Bob, je vais lui poser comme question une ligne. Encore une fois, il y a trois questions possibles. Là, par exemple, j'ai pris la deuxième ligne et même chose, Bob doit remplir les entrées de sa ligne. La contrainte est un tout petit peu différente. Maintenant, la somme de ces entrées doit être paire. Donc là, encore une fois, Bob m'a donné une réponse qui est valide. Et il y a une dernière contrainte qui lie un petit peu les deux joueurs ensemble, qui est qu'à chaque fois que j'envoie une colonne à Alice et une ligne à Bob, cette colonne et cette ligne vont s'intersecter en un carré. La valeur que chacun des deux associe à ce carré doit être la même. D'accord? Et s'ils réussissent à faire ça, ils gagnent le jeu. Donc on imagine qu'on répète ce jeu beaucoup de fois et on estime quel est le nombre moyen de jeux dans lequel ils gagnent. Et donc maintenant, on peut essayer de réfléchir un petit peu à quelle est une bonne stratégie pour les joueurs. Donc Alice, on lui demande une des trois colonnes. Donc en tête, elle doit avoir une réponse possible pour chacune de ces trois colonnes. Donc, elle a un remplissage par colonne de ce carré, tel que chacune des colonnes donne lieu à une somme impaire. Donc, par exemple, pour la première colonne, elle pourra avoir ça. Pour la deuxième colonne, je ne vais pas remplir, mais on mettrait ici, pour que la somme soit impaire, un 0. Bob, lui, doit faire la même chose par ligne, mais les sommes doivent être paires. Donc là, pour les deux premières lignes, ça marche. Et puis pour la troisième ligne, il mettrait dans la dernière case un 0 pour que la somme soit paire. Et donc, vous voyez qu'il y a un problème du fait que je demande à Alice et à Bob de me donner la même réponse au carré dans lequel leurs questions s'intersectent. Si vous y réfléchissez, pour toujours avoir donné une bonne réponse à cette contrainte d'égalité, ils doivent avoir le même remplissage du carré. Malheureusement, ici, Bob aimerait bien mettre dans cette entrée un 0 et Alice aimerait bien mettre un 1. Bon, peut-être que je me suis planté, peut-être qu'on peut changer quelque chose aux autres entrées pour s'en sortir. En fait, si vous y réfléchissez, et c'est utile de donner la preuve, il est impossible de remplir ce carré de sorte que toutes les contraintes soient satisfaites. La preuve, c'est simplement que si on pense à Alice et qu'on prend la parité de toutes les entrées du carré par ligne, cette parité devrait être paire plus paire plus paire, ça fait paire. Par contre, pour Bob, on aurait impair plus impair plus impair, ça fait impair. Et donc, selon Alice, la parité de toutes les entrées doit être paire. Selon Bob, la parité de toutes les entrées doit être impair. C'est impossible. Il n'y a pas de manière de remplir ce carré de manière consistante. Et donc, il n'y a pas de stratégie pour Alice et Bob qui réussissent à répondre à toutes les questions de manière correcte. Il va forcément y avoir
au moins un cas où soit l'un des deux ne satisfait pas la contrainte par ligne ou par colonne, ou bien alors il me redonne une valeur différente. Et donc ceci, ça justifie le théorème suivant, qui est que il est impossible de gagner dans ce jeu avec probabilité plus élevée que 8 neuvièmes. 8 neuvièmes, c'est parce qu'il y a 9 questions au total, 3 pour Alice, 3 pour Bob, et ils doivent rater au moins une des questions, donc ça nous fait 8 neuvièmes. Maintenant, le phénomène de non-localité du quantique, c'est que si je change un tout petit peu, non pas les règles du jeu, mais la manière dont se passe à Alice et Bob. Là, tout le raisonnement, il a été fait en disant oui, Alice doit avoir en tête un remplissage de chacune des colonnes, etc. Donc j'ai vraiment réfléchi à Alice comme un processus déterministe. Maintenant, supposons que je change un petit peu, supposons que j'autorise Alice et Bob toujours sont isolés, mais je les autorise à partager un état quantique. Donc Alice a 1 ou 2 qubits, Bob a 1 ou 2 qubits, et ces qubits, l'ensemble de leurs qubits sont initialisés dans un état arbitraire parce qu'ils ont pu décider de cet état avant que le jeu ne démarre. Et maintenant, supposons que lorsque Alice reçoit sa question, elle puisse faire une mesure sur ses qubits, pas ceux de Bob bien entendu, mais les qubits qu'elle a en possession, pour, en utilisant le résultat de cette mesure, peut-être l'utiliser pour influencer sa réponse, et que Bob puisse faire de même. Alors on peut démontrer, et c'est ce que Mermin et Pérez ont fait, qu'il existe une stratégie de la sorte, une stratégie quantique dans ce jeu qui gagne à tous les coups. C'est quelque chose de vraiment surprenant parce que les règles du jeu n'ont pas changé, donc il n'est toujours pas possible de remplir les entrées de ce carré avec des 0 et 1 telles que toutes les contraintes soient satisfaites, etc. Mais lorsque j'exécute le jeu, ce n'est pas exactement ce que je leur demande. Lorsque j'exécute ce jeu, ce que je leur demande, c'est je leur envoie des questions et je leur demande des réponses. S'il y a une certaine manière de écrire toutes les réponses qui pourraient me donner a priori, toutes celles d'Alice et toutes celles de Bob, et les écrire de manière consistante, alors j'obtiendrai un remplissage du carré. Et c'est ce qu'on obtient avec les stratégies classiques. La stratégie quantique n'est pas comme ça. La stratégie quantique, je pose une question, Alice fait une mesure, elle me donne une réponse, et puis ça n'a pas de sens de dire à Alice « Ah, mais quelle réponse est-ce que tu me donnerais à la question 1 et la question 2 et la question 3 ?» Parce que chacune de ces réponses peut faire intervenir une mesure sur ces qubits qui ne sont pas forcément compatibles. Donc on a ici le principe d'incertitude qui entre en jeu. Pour les auditeurs qui sont un peu plus enclins aux mathématiques, je vais vous donner une autre manière de penser ce qui se passe ici. Pourquoi est-ce qu'il y a quelque sorte d'une solution quantique à ce jeu et pas de solution classique? La solution quantique, elle consiste en un remplissage du carré en utilisant non pas des nombres 0 et 1, mais des matrices. Donc je peux introduire 3 matrices, sont les matrices de Pauli, X, Z et Y. Ce qu'elles ont de particulier, ces matrices, c'est qu'elles sont hermitiennes et leur carré est identité. Donc les valeurs propres sont plus 1 et moins 1. Et de la sorte, je peux vraiment y penser comme des généralisations de 0 ou 1 ou de plus 1 ou moins 1. Donc je change un peu ma notation ici de 0, 1 à 1, moins 1. Maintenant, je peux remplir les entrées du carré avec des produits tensoriels de ces matrices. Donc, le produit tensoriel, ça me donne une matrice 4 par 4 dans chaque entrée. Cette matrice 4 par 4 a à chaque fois des valeurs propres 1 et moins 1. Donc là, j'ai rempli toutes les cases. Et si vous faites le calcul, lorsque l'on regarde à chacune des lignes, les 3 matrices dans chaque ligne commutent. C'est quelque chose qui est un peu dur à voir si vous n'avez jamais vu ces matrices, mais vous pouvez mettre pause sur l'enregistrement et le vérifier. Donc, le produit est l'identité. Et lorsque je fais le produit par colonne, j'obtiens moins identité. D'accord? Donc c'est quelque chose qu'on n'aurait pas pu réaliser avec des nombres 0, 1 ou disons 1, moins 1 ici. On en a fait la preuve au transparent précédent. Mais avec des matrices, on peut obtenir des produits par ligne et des produits par colonne qui sont différents. Pourquoi est-ce que la preuve que j'ai donnée au transparent précédent ne s'applique pas? Parce qu'en général, les matrices ne commutent pas. Et donc, ce n'est pas une contradiction de dire que si je fais le produit de toutes ces matrices en procédant par ligne, j'obtiens plus 1 fois plus 1 fois plus 1, j'obtiens plus 1. Par colonne, j'obtiens moins 1. Ces deux choses sont différentes, mais ce n'est pas un problème parce que les 9 matrices ne commutent pas. D'accord? Donc, en travaillant un petit peu plus, vous pouvez utiliser ces matrices et utiliser leur base de diagonalisation comme mesure pour déterminer une stratégie quantique qui gagne avec probabilité 1 dans le jeu du carré magique. Mais je n'introduis pas dans mon exposé tout le formalisme des stratégies quantiques, donc je vous dis juste ça de manière plutôt intuitive. Mais c'est vraiment cette solution matricielle au carré magique qui permet la stratégie quantique. Bon, maintenant, retour à notre problème de génération de certification de nombres aléatoires. Donc, qu'est-ce que ça a à voir? Donc, je vous donne une représentation un tout petit peu différente de ce qui se passe dans ce jeu pour vraiment bien voir ce qui se passe. Donc, on a les deux joueurs comme ça. On a une certaine procédure, l'arbitre en quelque sorte.
Et dans le jeu, l'arbitre choisit une question aléatoire pour Alice, par exemple la deuxième colonne, une question pour Bob, par exemple la première ligne. Chacun des deux me donne des réponses et puis je vérifie ces réponses en utilisant les critères que je vous ai donnés il y a deux transparents. Ok, maintenant vient l'observation cruciale. L'observation que j'ai déjà faite, c'est que la meilleure stratégie classique dans ce jeu gagne avec probabilité 8/9. Et par contre, il existe une stratégie quantique qui gagne avec probabilité 1. L'observation cruciale, c'est que maintenant, supposons que l'on exécute ce jeu de manière répétée, une fois, deux fois, 100 fois, 1000 fois, et on regarde combien de fois, quelle est la fraction du nombre de fois que les joueurs donnent des réponses qui sont valides. Et supposons que cette fraction soit plus élevée que 8/9. Alors, je prétends que nécessairement, les réponses que ces joueurs m'ont données contiennent de l'aléa, c'est-à-dire de l'aléa intrinsèque. En d'autres termes, le processus que ces joueurs utilisent pour déterminer leur réponse est nécessairement un processus aléatoire. Pourquoi? Parce que s'ils utilisaient un processus déterministe, alors je pourrais appliquer ma preuve. Alors je pourrais dire, OK, c'est un processus déterministe, donne-moi la liste de toutes tes réponses Alice, donne-moi la liste de toutes tes réponses Bob. Il est impossible que ces réponses soient les mêmes et me donnent un remplissage du carré qui satisfasse toutes les contraintes. Et donc, il est impossible que vous puissiez gagner au jeu avec probabilité plus élevée que 8/9. Donc, si vous gagnez au jeu avec probabilité supérieure de 8/9, non seulement vous faites quelque chose qui n'est pas classique, mais en plus, ce quelque chose doit injecter de l'aléa dans vos réponses. Et donc voilà, on a notre premier test de l'aléa en utilisant le quantique, donc de manière un petit peu plus concrète. Comment est-ce qu'on ferait ça? Donc notre but, c'est d'avoir un test qui certifie un un générateur de nombres aléatoires quantiques. Donc ça, c'est un exemple de générateur de nombres aléatoires, idée quantique. Et donc ces générateurs de nombres aléatoires, en général, on appuie sur un bouton et puis il y a des nombres qui sortent et puis on nous dit que ces nombres sont aléatoires. L'idée, c'est que ces nombres devraient être obtenus en effectuant le circuit que j'ai présenté tout à l'heure, donc juste mesurer un qubit dans la base de Hadamard. Évidemment, de mon point de vue, c'est une boîte noire. Je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur et donc comment certifier ces nombres. Et si on reste dans le contexte d'une seule boîte noire, on ne va pas réussir à le faire, précisément parce que la boîte noire me donne juste une séquence et comme on l'a vu tout à l'heure, toutes les séquences sont aussi aléatoires les unes que les autres. Il n'y a rien que je puisse faire. Je peux compter le nombre de 0 ou de 1, mais c'est vraiment ad hoc. Ça ne va pas me dire que le processus est aléatoire. Pour le certifier, en utilisant la méthode que je vous ai présentée, on a besoin de demander que nous soient données deux boîtes quantiques. On va mettre ces deux boîtes quantiques de manière isolée dans des pièces séparées et on va faire l'expérience que je décris maintenant de manière suffisamment rapide pour qu'on ait la confiance qu'il n'y a pas eu de communication entre les deux boîtes. Donc, ce qu'on demande, c'est que chacune de ces deux boîtes a 3 boutons. Chacun des boutons correspond à une des questions au carré magique. Et lorsqu'on appuie sur un bouton, la boîte doit nous donner 3 chiffres. Donc, je peux appuyer sur ces boutons de manière aléatoire sur l'une des deux boîtes. Simultanément, je le fais sur l'autre boîte. Et supposons que j'interprète ces réponses comme des réponses au carré magique et je vérifie que si ces réponses c'était les réponses d'Alice ou de Bob, alors elles satisferaient le critère du carré magique. Alors, parce qu'on a vu à présent, je peux avoir la garantie, c'est un théorème, que les nombres qui ont été générés contiennent de l'aléa. Et donc, on a une certification que même Einstein, qui croyait aux lois de la mécanique quantique, juste peut-être qu'elles n'étaient pas complètes, ne pourrait réfuter. Donc ça, c'est notre première méthode et je vais prendre un petit peu de temps pour parler d'une deuxième méthode. Je pense que j'ai encore 5-10 minutes. Ce que je veux peut-être dire ici, c'est que là, je vous ai présenté l'idée de manière conceptuelle. Je ne rentre pas dans les détails. Il y a des détails qui sont très importants. La plus grande difficulté qu'on fait face lorsque l'on analyse ces procédés, c'est de quantifier ce qu'on appelle l'accumulation de l'aléa. Donc, je vous ai donné un argument un petit peu comme ça, intuitif, qui dit qu'il y a de l'aléatoire. Ça ne peut pas être déterministe, mais combien d'aléatoires? Et au fur et à mesure qu'on répète cette expérience plusieurs fois, quelle garantie est-ce qu'on a que cet aléatoire s'accumule, qu'on obtient de plus en plus de nombres aléatoires? Et aussi, quelle garantie est-ce qu'on a sur la qualité de ces nombres aléatoires? Donc ça, il y a toute une analyse mathématique assez difficile à faire dans ce contexte. Et si ça vous intéresse, je vous donnerai des références à la fin de l'exposé. Les genres de techniques qu'on utilise sont des techniques qui sont aussi utilisées en théorie de distribution de clés et qui ont été mentionnées par Frédéric au cours de la semaine dernière, des théories d'amplification de la qualité de l'aléa en utilisant des extracteurs et des choses comme ça.
Ok, donc je vais terminer le cours en présentant une deuxième méthode, qui est une méthode qui a été découverte un petit peu plus récemment, qui consiste à dire, bon, d'accord, c'est intéressant ce phénomène de non-localité, mais d'un point de vue pratique, c'est peut-être difficile parce qu'au final, pour vraiment obtenir des garanties réelles, il faut qu'on fasse toutes ces expériences de manière très très rapide et suffisamment éloignée pour que dans le temps qu'on fait l'expérience, on ait une garantie qu'il n'y a pas de communication entre les procédés, les processus. Ça paraît très compliqué pour juste obtenir quelques nombres aléatoires. Voici une autre méthode qui, au final, va être aussi compliquée, mais conceptuellement différente et intéressante. Donc maintenant, je veux me restreindre à interagir avec un seul processus quantique. Donc on ne parle plus de non-localité. Le contexte, c'est on a le vérifieur, comme tout à l'heure, qui interagit avec le processus quantique. Et la question, c'est quelle garantie est-ce qu'on peut obtenir sur ce processus quantique sur la base de l'interaction, qui est une interaction classique. Donc, les hypothèses que je vais faire, c'est que le vérifieur dispose d'un ordinateur classique en temps polynomial. Le processus ou le serveur avec lequel il interagit est aussi en temps polynomial et peut-être quantique. C'est l'hypothèse qu'on essaye de déterminer. On essaie de déterminer qu'il est quantique et aussi qu'il génère des nombres aléatoires. Et donc l'hypothèse que je vais faire maintenant, qui remplace l'hypothèse de non-localité, c'est qu'il existe un certain problème calculatoire qui est difficile à résoudre à la fois pour le vérifieur, pour le serveur, pour tout le monde. C'est-à-dire que ce problème ne peut pas être résolu par aucune machine classique ou quantique en temps polynomial. Donc c'est une hypothèse qui est qualitativement différente de l'hypothèse qui consisterait à dire « Ah, les ordinateurs quantiques peuvent factoriser et les ordinateurs classiques ne peuvent pas ». Si je fais cette hypothèse, alors en quelque sorte j'ai une thèse du quantique parce que je peux te demander à mon processus « Ok, bah, factorise » et si tu factorises… Qualitativement, c'est pas très satisfaisant parce que, bon, on pourrait penser que le fait que les ordinateurs quantiques peuvent factoriser, c'est une indication que les ordinateurs classiques aussi devraient pouvoir factoriser, c'est juste qu'on n'a toujours pas découvert d'algorithme. Et donc, utiliser cette hypothèse pour distinguer le quantique du classique, c'est un petit peu pas tout à fait satisfaisant. Donc là, je pense que je fais quelque chose d'un petit peu plus satisfaisant, qui est de dire, bon, il y a un problème et ce problème est difficile pour tout le monde, d'accord? Donc, mon point de départ, c'est pas déjà qu'il existe une séparation. Je ne vais pas vous expliquer quel est ce problème de manière concrète, mais juste pour vous donner une idée, c'est un problème qui est à la base d'une large part de la cryptographie post-quantique. C'est le problème qu'on appelle Learning with Errors en anglais. C'est un très joli problème, donc juste pour vous donner l'idée, c'est que si je vous donne un système d'équations, ici donc c'est A, le système d'équations, ce serait AS égale U. Donc je vous donne les coefficients des équations, c'est la matrice A, et je vous donne la valeur de ces équations, c'est le vecteur U. Et je vous demande de trouver l'inconnu S, donc résoudre S dans l'équation AS égale U. Bon, bah, vous pouvez le faire, tout le monde sait faire ça, c'est juste un petit peu, on inverse la matrice ou on fait un petit peu d'élimination des variables ou quelque chose comme ça et on s'en sort. Okay, donc ça, c'est pas un problème difficile. Par contre, le problème qui est étonnamment difficile, c'est le même, mais je bruite un petit peu les équations. C'est-à-dire, au lieu de vous donner la valeur exacte de l'équation, le vecteur U, je vous donne un vecteur U plus E, où E, c'est une erreur, c'est-à-dire je change certaines des valeurs du vecteur. Et ben alors, tout à coup, ce problème devient très difficile à résoudre de manière algorithmique parce que toutes les méthodes que l'on a pour résoudre des systèmes d'équations sont des méthodes itératives et ces méthodes itératives vont entraîner une amplification de l'erreur. Bon, mais je ne rentre pas plus dans les détails que ça, donc on suppose juste qu'un certain problème, ce problème en particulier n'est pas important au niveau auquel je donne l'exposé, qui est difficile pour les processus classiques comme les processus quantiques. Et maintenant, je vais vous dire qu'est-ce qu'on peut faire avec ce problème. Donc, je retourne un petit peu à un de mes premiers transparents sur l'algorithme de Simon. Donc, pour vous rappeler ce qu'on avait dit, j'oublie ici la promesse. J'avais fait une promesse que cette fonction, les préimages étaient par paire x et x plus s. Donc, j'oublie un petit peu ce s. Je suppose juste que la fonction a deux préimages pour chaque image. Donc, ce qu'on peut faire avec une telle fonction, en utilisant un algorithme quantique, c'est faire ce que j'ai décrit tout à l'heure, c'est-à-dire créer une superposition sur toutes les images, évaluer la fonction, mesurer une image, et on obtient quelque chose qui est une superposition sur les deux préimages. Et là, on peut faire deux choses. On peut soit mesurer dans la base standard et obtenir une préimage, soit mesurer dans la base de Fourier et obtenir une équation en la parité des deux préimages. C'est des choses qu'on peut faire. On aimerait bien utiliser ces idées pour obtenir une séparation exponentielle entre un algorithme classique et un algorithme quantique.
Malheureusement, de manière concrète, on ne peut pas le faire. On peut le faire dans ce modèle de complexité en requête, mais on ne connaît pas de fonction concrète, f, qu'on puisse utiliser pour instancier cet algorithme et effectivement obtenir une séparation exponentielle. Par contre, voici quelque chose d'autre qu'on peut faire, donc je vais le décrire. Donc, je vais faire une hypothèse forte sur la fonction f, mais une hypothèse qu'on peut réaliser sous l'hypothèse learning of errors du transparent précédent, c'est que cette fonction est telle que non seulement, en général, il est difficile de trouver des collisions, c'est-à-dire deux pré-images qui ont la même image, mais en plus, il y a quelque chose d'un petit peu plus fort qui est difficile. Il est difficile de trouver à la fois une pré-image et une équation en les deux pré-images de l'image, de la pré-image qu'on a donnée. D'accord? Donc c'est un petit peu plus fort. C'est pas difficile de voir que la deuxième ligne implique la première ligne. Ce que je vous promets sans vous le démontrer, c'est qu'en utilisant l'hypothèse learning of errors, on peut créer une certaine famille, je m'excuse, de fonctions, tel qu'il soit dur pour les ordinateurs classiques comme quantiques de satisfaire l'hypothèse qui est sur la dernière ligne ici. Il n'y a pas de contradiction, d'accord? Ce que je vous ai dit avant, ce qui est en haut du transparent, c'est qu'un ordinateur quantique, en créant ces superpositions, peut obtenir une superposition sur deux pré-images. Et à ce niveau-là, on peut décider soit de mesurer dans la base standard pour obtenir une pré-image, soit de mesurer dans la base de Fourier pour obtenir une équation. Donc on peut faire soit l'un, soit l'autre. Ce qui est difficile, ce que je peux démontrer qui est difficile, c'est de faire l'un et l'autre. OK, donc comment utiliser ça pour certifier la génération de nombres aléatoires maintenant? Ça va être mon dernier transparent. Donc, je vous donne le protocole de certification. C'est un protocole où il y a 4 messages entre le vérifieur et le serveur. La première chose que le vérifieur fait, c'est qu'il instancie tous ses paramètres cryptographiques. C'est-à-dire, il choisit la fonction f et il donne une description explicite de la fonction f au serveur. Le serveur fait ce qu'il veut, bien sûr, mais ce que je lui demande de faire en principe, c'est d'implémenter les premières étapes de l'algorithme de Simon, donc de créer une superposition de cette forme-là et de me rendre l'image Y qu'il a mesurée. Donc ça, c'est ce que je reçois. J'espère que le serveur a fait ceci, mais je ne l'impose pas a priori. Le serveur fait ce qu'il veut. Et ensuite, dans la deuxième phase du protocole, je vais envoyer un challenge 0 ou 1 au serveur. Et ce que ce challenge demande au serveur, c'est de faire une mesure dans la base standard ou de la base de Hadamard. Donc, si le challenge était 0, il doit me renvoyer une préimage et je vais vérifier que cette préimage est bien une préimage de l'image que j'ai obtenue précédemment. Et dans la base de Hadamard, il doit me rendre une équation. Et là encore, je vais pouvoir vérifier que cette équation est correcte en utilisant voilà, je vous avais promis que j'oublierais des mots français. Donc, une trapdoor, donc un secret qui me permet d'inverser la fonction f, qui est un secret que le vérifieur connaît, mais pas le serveur. Donc, je peux vérifier cela. Et maintenant, je veux justifier pour vous que cette interaction génère, donc, premièrement, un test du quantique, et deuxièmement, certifie la génération de nombres aléatoires. Donc, je vous rappelle l'hypothèse calculatoire qui était sur le transparent précédent, c'est qu'aucun processus, classique ou quantique, ne peut, dans le contexte de ce protocole, me donner des réponses simultanément aux deux challenges. Maintenant, supposons que j'implémente cette interaction. Je répète encore une fois, plusieurs fois, et j'observe que ce serveur me donne des réponses correctes, disons 99% du temps. Alors, si le serveur avait une modélisation classique et qu'il est capable de répondre 99% de temps à mes challenges, ça veut dire qu'au moment juste avant que je lui envoie le challenge, il pourrait répondre au challenge 0 ou au challenge 1. En principe, il a les deux réponses qui sont prêtes. Et donc, je pourrais écrire ces deux réponses et violer mon hypothèse calculatoire. Donc, ce n'est pas possible. Nécessairement, un processus en temps polynomial qui réussit dans ce protocole est un processus qui n'est pas classique, qui est quantique. Et donc là, vraiment, c'est intéressant parce que ce qu'on met en évidence, c'est le fait que les processus quantiques ont la capacité de faire des mesures destructives. Et en quelque sorte, c'est cette capacité de faire des mesures destructives qui permet au processus quantique de passer mon protocole sans violer l'hypothèse calculatoire. C'est un phénomène très intéressant. Et pourquoi est-ce qu'on a une génération de nombres aléatoires? Eh bien, rapidement, je peux penser à ces deux challenges comme deux tests. Maintenant, dans le deuxième test, pour le challenge 1, je demande que l'équation, de toujours obtenir une équation en cette parité qui est une équation valide. Donc, si on regarde ça à un haut niveau, quelque part, l'état quantique du serveur avant de répondre à mon challenge est un état qui donne un résultat déterministe à cette procédure de vérification. L'équation est toujours correcte. Maintenant, sous mon hypothèse calculatoire, je sais qu'il n'est pas possible de créer un état quantique qui soit déterministe
pour les deux challenges, parce que si c'était le cas, alors je pourrais faire les deux mesures simultanément et violer mon hypothèse calculatoire. Et donc le fait que j'obtienne toujours ou presque toujours une équation qui est valide, ça implique que dans le cas du challenge 0, je ne puisse pas avoir un résultat déterministe. Donc j'ai soit la préimage 0, soit la préimage 1, mais jamais la même préimage. Et donc je vais nécessairement avoir de l'aléa ici. Donc vous pouvez penser à ce que je viens d'expliquer vraiment comme un analogue calculatoire du principe d'incertitude de Heisenberg qu'on a vu au tout début de l'exposé. Voilà, donc je pense que je vais m'arrêter ici parce qu'on arrive au bout de l'heure. Donc juste pour résumer ce qu'on a vu, je vous ai présenté deux hypothèses de manière très différente sous lesquelles on parvient à vérifier des choses sur les processus quantiques. Donc la première hypothèse, c'est l'hypothèse d'isolation spatiale qui sous-tend le phénomène de non-localité. Et la deuxième hypothèse, c'est une hypothèse vraiment de nature vraiment différente, c'est une hypothèse de limitation calculatoire. Il existe des problèmes difficiles pour tous les processus classiques comme quantiques. Ces hypothèses, donc la première hypothèse, c'est le phénomène de non-localité. La deuxième hypothèse, je l'ai utilisée pour mettre en évidence ce phénomène de mesure destructive, ou ce que j'ai appelé ici, en anglais on dit non-rewinding, donc là c'est non-rembobinage. Et je vous ai montré comment, en utilisant ces hypothèses, on peut réaliser, premièrement, des tests qui vérifient que le processus qui passe ce test est quantique, en tout cas n'est pas classique. Et deuxièmement, que ce processus génère des nombres aléatoires. Et puis ensuite, en utilisant toutes ces techniques d'amplification que je n'ai pas décrites, on peut obtenir des nombres qui vraiment ont une entropie aussi élevée qu'on le désire. Il est possible d'aller beaucoup plus loin, et là je n'ai pas décrit, donc dans deux directions différentes. Dans une direction, la direction de la cryptographie, on peut utiliser ces idées pour implémenter des phénomènes, des protocoles de distribution de clés ou des choses aussi un peu plus avancées en cryptographie, comme des protocoles de calcul distribués. Et dans une autre direction, on peut dire, bon d'accord, vous avez certifié le quantique, vous avez certifié des nombres aléatoires, est-ce que vous pouvez faire mieux? Est-ce qu'on peut faire des circuits plus compliqués que ce circuit de 1 qubit? Et la réponse, c'est oui. Donc, c'est possible de construire plus sur les idées que j'ai présentées pour obtenir des protocoles qui vérifient la totalité, que le serveur implémente la totalité d'un circuit quantique. Je vais vous donner des références là-dessus dans un moment. Et finalement, peut-être pour connecter avec l'exposé de la semaine dernière, en pratique, ces choses-là restent très difficiles à implémenter. Donc, la génération de nombres aléatoires, qui est ce que j'ai parlé aujourd'hui, on peut faire des expériences, des démonstrations en principe. Dans les deux, sous les hypothèses de non-localité, sous les hypothèses calculatoires, ça reste difficile parce que il faut tout de suite un ordinateur un petit peu plus, un nombre de qubits plus élevé pour implémenter ces fonctions cryptographiques. Donc ça, c'est des expériences qui sont en cours, mais qui n'ont pas encore été complètement réalisées. Voilà. Et donc, je pense que c'est des choses qui vont prendre plus ampleur dans les 5 ou 10 années à venir, lorsque vraiment on va être face à ce problème, à ce problème de tester des processus quantiques qui ont 50 qubits, 60 qubits, 80 qubits, 100 qubits. Et donc là, les méthodes que j'ai décrites vont vraiment révéler leur utilité. Voilà, donc si quelqu'un veut me contacter pour me poser des questions ou avoir une discussion en lien avec l'exposé, vous êtes les bienvenus. C'est mon adresse mail ici. Et je vais juste flasher rapidement, mais comme c'est enregistré, vous pouvez faire pause. Quelques références. Ce n'est pas exhaustif, mais c'est des références sur les choses dont j'ai parlé aujourd'hui et vous pouvez aller voir là si vous voulez en savoir plus. Voilà, donc je vais m'arrêter ici.